Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en live pour cette matinale avec un menu exceptionnel ce matin. Aline, bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde, je parie que vous allez bien et peut-être même qu'il fait -3 à Belfort. Ah oui, on a vu ça sur le chat. Le programme de cette matinale, on va vous annoncer le programme de notre semaine. On est dans la période de rentrée, on échelonne notre rentrée en 3 semaines, c'est-à-dire que la semaine dernière on a repris les matinales et juste les matinales, quasiment pas la chaîne YouTube principale, qui est quand même le cœur du métier, puisque c'est pas par les matinales qu'on se finance, évidemment. Cette semaine, on reprend les visites au chalet. Et donc on va commencer à diffuser des vidéos sur notre chaîne YouTube principale et la semaine prochaine on espère reprendre les formats, c'est-à-dire les formats réguliers sur la chaîne principale, à savoir les actus ludiques avec Pénélope le jeudi, et puis on aimerait bien reprendre un format un petit peu de présentation culturelle, de jeux de société notamment, puisque ça fait maintenant depuis l'été dernier qu'on a mis entre parenthèses le format jeu du chalet, on aimerait bien reprendre. Le format historique des vidéos voilà, news. Exactement, le format qui a construit la chaîne également. Ça fait un petit moment que c'est en pause, ça sera au plus tôt, exactement pour la semaine prochaine. Le programme de cette matinale, on vous annonce ce qui va se passer notamment en matinale pendant tous les jours de la semaine. On enchaîne avec les sorties, jeux de société, les sorties BD, jeux, films, on l'a dit, sur ce format du lundi notamment, on ouvre un petit peu. Et on termine avec les vidéos qu'on a diffusées sur la chaîne la semaine dernière, essentiellement la chaîne de replay, donc vous l'avez compris, de replay. On commence donc par le programme de notre semaine. Un joli programme cette semaine, parce qu'il y aura pas, il y a 5 jours dans la semaine, mais là il y aura 6 matinales. parce qu'il n'y a pas de matinale pour la 6e. C'est la matinale du soir. Regarde, les vignettes ne sont pas très différentes. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas posté la première aujourd'hui, je suis bête. Je l'ai faite, je l'ai pas postée. On la postera tout à l'heure. Ah bon? Oui, pour le replay. Pour le replay. J'ai préparé les vignettes pour pouvoir vous annoncer les matinales au fur et à mesure de la semaine. La première, c'est celle d'aujourd'hui, forcément, vous êtes en train de la regarder. La deuxième, c'est demain, avec Catch Up Game. On reçoit Mathieu Bonin et puis Clément, qui sera là pour nous parler des jeux, des gros succès de 2024 et puis les nouveautés de 2025. On est en 2025. Donc ils vont nous parler de Flip 7, ils vont nous parler de Gatsby, ils vont nous parler d'un jeu qui sort pour Essen et qu'ils amènent sous forme encore non terminée, mais qui vous montreront en matinale. Enfin non terminée, je parle visuellement, parce que le jeu il est bien avancé. Et ils vous parlent de tout ça demain matin en matinale, donc soyez là, ils ont plein de choses à vous dire. Pour nous, c'est la fête aussi, parce qu'on va avoir l'occasion d'y jouer. On a rarement l'occasion de jouer. Là, je vous avoue que depuis le début de l'année, on n'a quasiment pas joué à des jeux de société. C'est ça qui est dingue. Forcément, on termine plein de trucs, de la compta, des boulots à rendre, et très très peu de temps pour jouer. Et franchement, c'est pas plus mal d'avoir des périodes de pause comme ça. Ça vous crée des envies assez fortes. Moi, j'ai vraiment envie de me remettre autour de la table, de partager avec vous. On se rend compte que ce qu'on adore, c'est partager. Nous, vraiment, c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour ça qu'on ouvre aussi sur d'autres domaines, parce qu'on aime bien partager ensemble. Mercredi, on sera avec Charles Amir qui a fait des annonces la semaine dernière sur ses tentatives pour essayer de faire du gros jeu. Il avait le choix entre arrêter complètement ou limiter ou changer un peu de modèle. Je résume les choses très mal. Là, vous fiez pas à ce que je suis en train de vous raconter là tout de suite. Il vous le dira beaucoup mieux que ce que je suis en train de vous le dire là tout de suite. Il va vous faire une présentation de ses choix. Vous aurez l'occasion de revenir dessus. Ça crée des débats, ça discute énormément. On donnera la parole. C'est notre mission de donner la parole à chacun. Et avec bienveillance évidemment, parce que l'intention c'est quand même de nous amener des jeux qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'avoir autrement, donc ça il faut garder cette bienveillance là, et après ces choix ils font pas forcément plaisir à tout le monde non plus, j'ai regardé un peu les retours sur internet, sur les posts, c'est l'occasion de aussi les expliquer, de partager ensemble les raisons, d'argumenter aussi, parce qu'on peut prendre on peut faire des choix, ça entraîne du débat, c'est intéressant et ça permet de les comprendre. C'est ça que je cherche comme mot. Je patine un peu dans mon explication. En tout cas, ça sera super intéressant et on va aussi ouvrir, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, sur ce qui va sortir chez Super Meeple en 2025. Plein de beaux jeux. Là, il y a un super planning et là, on va se plonger dans ce qui nous intéresse le plus, évidemment. Les jeux qui sortent jeudi, puisque Pénélope est encore en vacances pour une semaine et ça me permet de répondre à Déborah en même temps, nous recevons Simon en visio, il ne se déplace pas au chalet, nous recevons Simon de Blâme qui lui aussi va nous présenter son line-up pour 2025 et ce sera l'occasion également de revenir sur les 10 ans de Blâme, parce que c'est leur anniversaire cette année.
Ils ont 10 ans, donc il va nous parler de tout ça. Il va nous parler aussi de ce qu'il prévoit pour Cannes. Donc un chouette rendez-vous également jeudi. Ouais, ça va être cool. Alors là, ça sera par visio. On va ouvrir un petit peu plus à la visio. Vous avez vu en fin d'année dernière qu'on était très souvent juste les deux, Aline, voire moi tout seul. Là, je me dis peut-être on va faire un peu plus de visio. C'est pas les configurations que je préfère. Moi, j'aime vraiment beaucoup avoir les gens juste à côté parce que ça crée des interactions. Ça permet de régler la caméra pour la remettre droite. Ce genre de choses sans que l'émission s'arrête. Mais en fait, tout le monde peut pas se déplacer tout le temps. On en a conscience aussi. Et il y a plein de sujets qu'on a envie d'aborder également. C'est ce qu'on fait avec Charles Amir. Ça sera de la visio. C'est ce qu'on fera avec Simon, ça sera de la visio aussi, c'est vraiment cool de pouvoir offrir ça. Donc on va ouvrir un petit peu plus là-dessus. J'ai pas encore regardé le programme de la semaine prochaine, mais peut-être qu'il y en aura également. Oui, d'autant plus que Simon il vient au chalet, mais il vient au chalet en avril. Oui. Alors parler du programme de 2025 tardivement comme ça, avril c'est quand même une année qui est déjà bien entamée, donc c'était l'occasion de vous en parler dès à présent et de vous donner rendez-vous pour la suite. Et puis vendredi, surprise, vous avez une matinale Jules et Jérôme, ce qui est vraiment exceptionnel. On a décidé de ne pas faire la soirée, parce que des fois on fait la soirée avec plein de jeux, mais on s'est dit tiens, peut-être on va jouer tout simplement entre nous. Et le lendemain matin, on débriefera un petit peu leur période précédente, les jeux auxquels ils ont joué. On va partager ensemble leur goût, tout simplement, et nos découvertes à nous aussi. Donc ça sera, on sera quelques-uns autour de la table et ça sera super sympa, puisqu'on va pouvoir... tout simplement se faire plaisir, c'est ce qu'on aime bien aussi. Et ça fait tellement longtemps que vous les réclamez qu'on est content. On a Tornade qui nous avait demandé là juste avant, ça serait bien d'avoir les avis de Jules et Jérôme sur les jeux qu'on joue ensemble avec Jules et Jérôme notamment. Voilà, ça sera vendredi matin, on ne jouera pas ensemble sur ce format-là. Mais c'est plus compliqué de trouver des moments pour jouer ensemble devant la caméra. C'est pas simple parce qu'il faut vraiment avoir des créneaux et ces derniers temps, il n'y en a pas beaucoup. Donc le planning avec Jules et Jérôme, c'est de revenir sur les jeux qu'ils ont adorés en 2024, de montrer aussi leurs attentes, les jeux que eux attendent en 2025. Jérôme a préparé ou va préparer des petites capsules sur le JDR, les JDR Néoludis, les petits formats qu'il a reçus dernièrement, et puis le JDR Batman, je crois. Ça, c'est ça qui est prévu. Donc voilà, plein de choses à vous raconter aussi. Et puis vendredi soir, donc on a mis 20h, ça sera le lancement de Cachamot. On a envie de faire ça cette année, ça fait partie des petits changements qu'on aimerait bien apporter, c'est de temps en temps faire des lives de lancement. Alors là, l'idée vient aussi de Banquise, mais on l'avait déjà fait l'année dernière, on s'était déjà dit, c'est cool, on l'a fait sur Tikal, tu sais, quand ils ont lancé justement le financement participatif, c'était un chouette moment, j'ai vraiment bien aimé ce moment-là, j'ai trouvé que ça créait de l'ambiance, on a suivi ce qui se passait, et j'ai envie de le proposer de temps en temps, de faire un truc un peu festif, et de pouvoir aussi accompagner la sortie d'un jeu auquel on croit. Ouais, alors là, vraiment, on est en train avec Bertrand de préparer cette soirée pour qu'elle soit la plus chouette possible et pour vous donner la possibilité à vous de passer vraiment la soirée avec nous, à discuter et à jouer. Il y a même des lots qui sont prévus pour vous. Il va y avoir des trucs rigolos. Banquise a eu des idées vraiment géniales. Il a demandé, Bertrand, à des personnalités du monde du jeu de préparer à l'avance des cachamots et on va vous soumettre un cachamot d'Johan Levé, un cachamot d'Amandine dans la boîte, un cachamot d'Alexandre Droit, un cachamot de l'illustrateur Jérôme Soleil qui a illustré Cachamot. Voilà, Martin et moi on s'est pliés au jeu aussi. On a préparé plein de cachamots. Je crois que j'ai triché moi parce que j'ai utilisé des noms propres. Ouais, mais comme c'est moi qui ai fait la répartition, j'ai enlevé ceux avec les noms propres. C'était les mieux. Même si Zombie, Cranberry et je ne sais plus quoi étaient vraiment bien, mais Cranberry on pouvait pas. On vous réexpliquera tout ça vendredi soir. Ça sera un bon moment ensemble. Ça sera un Twitch, donc ambiance un peu chill, un peu partage tout simplement. Ce cachamot, vous pouvez déjà le découvrir parce qu'on a diffusé le showroom Banquise sur notre chaîne principale et vous pouvez y regarder comment ça fonctionne. On en reparle à la fin de cette matinale. Voilà, ça j'ai envie de le faire de temps en temps. J'aime pas tant que ça jouer en Twitch. Il y a beaucoup de chaînes comme Pénélope le fait qui jouent essentiellement en Twitch, qui font les formats en live. Je trouve ça super, mais d'autres le font déjà très bien. Et moi j'ai tendance à me dire, notre marque de fabrique c'est peut-être de faire les parties plutôt en studio, donc je n'ai pas forcément envie de marcher sur leur plate-bande, mais par contre créer un événement, un truc un peu festif, ça me tente beaucoup, donc on verra si on aura des occasions de le faire de temps en temps. Là, cette semaine, c'est le vendredi soir, c'est Cachamot, ça sera fun, il y aura des blagues à l'intérieur. Ouais, on est en train de le préparer et je vous assure ça va être chouette.
Voilà pour ce programme riche, 6 émissions, ça fait déjà pas mal. Il y a une belle semaine, ouais. Il y a de quoi remplir la semaine. Alors ces émissions, on le rappelle, les matinales, c'est toujours sans financement, sauf quand on a des pubs, mais là vous le voyez en ce moment, c'est le début d'année, il n'y en a pas encore de trop. La semaine dernière, ça nous a pris quand même sacré bout de temps de la préparation, l'animation. Les matinales, tu veux dire ? Je vais te dire quand même qu'on a gagné 16 €. Sur les publicités des rediffusions YouTube. Écoute, c'est pas mal. Il y a vos abonnements. Vous avez été très nombreux à vous abonner la semaine dernière. Et évidemment, on va essayer de s'orienter là-dessus. C'est-à-dire avoir une chaîne qui fonctionne aussi grâce à vos abonnements de manière générale. On y travaille. Ça prendra un peu de temps, mais on y travaille aussi parce qu'on a quelques idées derrière ça. Mais oui, le début de la richesse. 16 €, c'est déjà un début. Internet qui nous dit j'ai jeu vendredi soir, je peux pas. Ah ouais, bah oui, c'est pour ceux qui n'ont pas jeu. Mais ça, c'est le problème du live. C'est la difficulté, on le disait sur les matinales, on l'a aussi sur les soirées, forcément. Et puis le vendredi, c'est souvent la soirée jeu des gens. Mais oui. Ouais, et en même temps, tout le monde n'a pas toujours de soirée jeu. Et dans ce cas-là, ça permettra de vous accompagner aussi. Voilà pour ce lancement. Ensuite, oui, Dominique, il a repéré qu'il y a une vidéo qui manquait sur notre chaîne YouTube qu'il faut que je remette. Effectivement, tu l'attends avec impatience, avec tellement d'impatience que ça. Oui, parce que c'est pas la première fois que je vois passer le message. Il faut que je refouille dans mes dossiers, que je regarde comment ça se fait que cette vidéo n'est plus là, que je la remette. On enchaîne avec les sorties du mois de la semaine. Alors, j'ai pas eu le temps j'ai terminé à 2h du matin hier, pour tout vous dire le gros boulot de dessin que je devais faire. Et donc, j'ai pas eu le temps de checker si ma liste de sorties que j'ai fait il y a 2 semaines est bonne. J'imagine qu'il y a des erreurs. J'imagine qu'il y a des choses. 2-3 trucs déjà ce week-end. Sur cette semaine-ci D'accord. Ah bah, alors, c'est peut-être plus... Mais bon. C'est peut-être plus complet que ce que je pensais. pensais. En fait, surtout, j'ai mis à jour des dates qui ont enlevé les jeux. Very Bad Land, c'est cette semaine ? Ah, ça, je sais pas si c'est cette semaine ou pas. Parce que je crois l'avoir mis la semaine dernière. Je regarde parce qu'il n'y en a qu'un des deux, ça me paraît bizarre. Comment ça se fait ? Ah si, il y a le deuxième qui est là. Ok, bon, c'est peut-être cette semaine. Alors, les sorties de cette semaine, justement, il y a Very Bad Lands qui sort donc dans... Alors, je crois pas que ce soit Gigamic l'éditeur, mais c'est eux qui distribuent. C'est Gigamic le distributeur, en tout cas. Exactement. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les 2 boîtes de Very Bad Lands, les éditeurs de Gigamic en ont parlé dans la vidéo qu'ils sont venus faire le dernier showroom. Donc c'est marqué Gigamic là, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Il faudrait que je vérifie exactement quel est l'éditeur précis. Marc Larivière, c'est l'auteur. Et on a 2 boîtes de Very Bad Lands qui sortent cette semaine, dans lesquelles c'est des petits jeux de cartes assez original. Je n'ai pas encore joué, je n'ai pas le jeu, donc je ne peux pas m'y attarder. On l'a pas, celui-là, il me semble pas. On ne peut pas s'y attarder. On n'a pas beaucoup de jeux là. Je vous avoue que là, sur le début d'année, il y a beaucoup de choses qu'on présente, mais qu'on n'a pas nécessairement. C'est comme ça. Je n'ai même pas spécialement envie de râler là-dessus, parce que je dis ça parce que j'ai regardé il y a eu une émission de Simon qui a fait un live hier et je me suis connecté un petit peu, et il rouspétait aussi sur la difficulté de faire de la presse sans avoir les jeux, et lui, puisqu'il fait des vidéos aussi, indépendamment de sa chaîne du passe-temps, c'est vrai que parfois c'est plus compliqué, on ne peut pas tout acheter en permanence, mais d'un autre côté... Le fonctionnement, je vois, il y a plein d'autres influenceurs qui, je vois, ils ont tous les jeux de la période, ils les ont réclamés, et ce fonctionnement-là, je ne peux pas le suivre, donc j'accepte qu'effectivement, il faut faire la démarche de demander les jeux systématiquement aux éditeurs. J'ai vraiment pas le temps, je m'y perds dans les mails. Pour tenir à jour les mails, c'est déjà assez compliqué. Moi, je ne dois pas avoir de mails en retard, mais c'est un vrai travail de chaque instant de pouvoir répondre à tous. Et on se rend compte qu'on arrive encore à ne pas en voir dans les spams, qu'on doit remonter... Oui, on essaie de s'organiser à 2, c'est-à-dire qu'Aline s'occupe aussi de ma boîte mail maintenant, comme j'y arrivais plus, j'ai eu tellement de mails en retard. Martin n'a plus de secret, plus aucun, c'est pas possible, j'ai accès à tout. On essaye d'être plus à jour là-dessus et c'est vraiment pas facile. Donc voilà, c'est pas grave. Si la sortie est au 7 février, on modifiera. Pour lequel ? Pour Very Bad Lands, je D'accord, ok, faut que je vérifie. Effectivement, on va regarder. Non, je pense que le comptoir des jeux, il le sait, c'est bon. Ouais. Oui, bien sûr, mais on va vérifier pour tous les jeux, parce que là, je vous l'ai dit, j'ai fait cette liste il y a 2 semaines, et ces informations-là ont pu changer, forcément. Il y a des ajustements en fonction des arrivées en stock. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'on ne se plaint pas de ne pas avoir tous les jeux, parce qu'on ne manque pas de jeux. En réalité, on a largement de quoi traiter. Et alors oui, ça nous oblige à faire des choix qui ne sont pas forcément les choix qu'on aurait fait de nous de base, si on avait accès à tout, mais c'est très bien comme ça aussi, en réalité. Comme les joueurs choisissent et n'achètent pas tout. Ensuite, on a des séries Cthulhu Death May Die qui sort avec plusieurs, la saison 3, la saison 4, je vois, il y a plein de boîtes qui sortent.
Fate Forge. Donc celui-ci, j'en ai entendu parler plusieurs fois, je l'ai vu dans des classements des meilleurs jeux outre-Atlantique notamment. Donc je ne connais pas particulièrement, c'est des grosses boîtes, c'est sûr que ce ne sont pas les boîtes qu'on achète à l'aveugle, il vaut mieux avoir des avis dessus, mais je n'ai pas d'avis à vous donner, donc je ne pourrais pas, vous orienter là-dessus. C'est Don't Panic Game qui fait la version française de ce jeu, des jeux à campagne. Hein. Ça peut être génial comme ça peut être plus dispensable, je peux pas vous dire. Maladoom, donc il y a plein de boîtes qui sortent encore, on est dans la même catégorie, des gros jeux qui demandent un vrai investissement au départ, qui peut-être sont géniaux, qui peut-être sont dispensables, on ne sait pas. C'est intéressant de regarder une chaîne qui vous dit il y a ça qui sort, on ne sait pas, mais là on en est vraiment là, c'est cette rubrique aujourd'hui, regarde les sorties et on reviendra dessus quand on aura joué à tous ces jeux-là, Saint Seiya, Cérès, Inventeur des Tigres du Sud, ça cherche. On a entendu vachement de bien, je trouve. Ouais, j'ai l'impression. Celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien par rapport à d'autres jeux de Shem Phillips. J'ai un peu de retard sur ces jeux-là, je les connais pas, je les ai pas non plus. Inventeur, on l'a. Je crois que peut-être qu'il nous l'a laissé, Pixie. Ah oui, c'est possible. C'est possible, ouais. Pierre, je devrais pas appeler les gens Pixie, il faut les appeler par leur prénom. Effectivement, il est passé au chalet, on a eu l'occasion de récupérer plusieurs jeux. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer, je vous ai dit, j'ai pas beaucoup joué en ce début d'année. Ce qu'on a par contre, c'est Sail. Celui-ci, on l'avait pris en version, c'est Allplay qui fait ses petites boîtes en version originale, et là, on a la boîte en version française qui sort de ce petit jeu qui arrive. Alors, ça reste des exercices de style, moi je trouve ces petites boîtes-là, mais parfois, on a une bonne surprise. C'est Weverson Santiago qui s'occupe du graphisme. D'ailleurs, c'est très beau. Voilà, par contre, c'est un jeu de cartes coopératif, donc... c'est moins ce qui m'intéresse, moi, mais le jeu est attendu. The Same Game. Celui-là, on l'a ramené des scènes, on y a joué l'année dernière, et moi, j'ai pas été emballé. C'est un Wolfgang Warsch, je vérifie, parce que j'ai un doute là, comme ça, je dis ça. Oui, c'est ça, Wolfgang Warsch, cet auteur qui fait souvent des jeux très originaux, qui joue sur les émotions. Il avait fait un jeu du type de Top 10, tu te souviens, où il fallait donner des... Et puis, quand on discutait avec les gens autour de la table, il y avait des joueurs qui préféraient Top 10, qui préféraient cet autre jeu dont j'ai oublié le nom. Ça va pas me revenir comme ça, mais je sais qu'il va peut-être taper sur le chat. Qui a un design assez vintage. Ouais. Moi non plus, j'ai plus. Il fait souvent. Moi, je préférais largement Top 10. Il fait souvent des jeux très originaux. On est encore dans cette catégorie où là, on va jouer on va faire de la déduction, mais avec des choses diverses, des choses variées. Ça a mérite d'être original. Wes Lang. Alors, le nom m'est revenu parce que Rachel nous a dit onde quelque chose. Et en français, longueur d'onde, peut-être, il s'appelait. Je crois pas que ça a marché énormément en version française. Et donc celui-ci est original aussi, mais je trouve qu'on reste sur l'exercice de style. C'est pas plus passionnant que ça. Je trouvais ça plus original dans l'illustration et dans le matériel que réellement la partie m'a pas convaincu plus que ça. On a Flatiron, je sais pas Flatiron. Flatiron, tu crois, peut-être. Oui. J'ai envie de dire Flatiron, c'est une horreur. Okay. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Voilà, donc ça c'est une boîte, je crois que c'est dans la galaxie Asmodée. On a 2 jeux Musoka Games. Musoka Studio, ouais. Là tu dis Musoka. Ouais. Pas Musoka. En tout cas. Ça vient du Japon. Et ces jeux-là, du Japon ou de Corée? C'est coréen, ouais. Coréen. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'ils vont passer au chalet? Oui. Alors ça, c'est en mars. Ouais. Juste après le festival de Cannes qu'on va recevoir. Le prénom, ça doit être Maxime de Musoka Studio. Balconia, c'est pas du tout cette semaine. Je pensais avoir corrigé la fiche parce qu'on en a parlé avec Ori Games. Effectivement, Rachel le dit, c'est pas cette semaine, c'est pour Cannes. Donc ça sera en février en tout cas. Entre la mi et la fin février. J'ai bien aimé, moi, Balconia. On y a déjà joué. Ouais, moi j'ai joué plusieurs fois. Ouais. C'est plutôt chouette. Donc les deux jeux qui sortent chez Musoka, c'est Météo et Blue Penguin. Parce que dans Balconia, il y a cet effet de je prends quelque chose pour moi, mais je laisse la possibilité à l'autre je prends quelque chose et je le place, mais ça lui laisse la possibilité de me mettre ce que je veux de mon côté, et c'était assez malin. Ensuite, Snowcrest, c'est chez Matago, donc Grail Games, en tout cas c'est dans la galaxie Matago, comme on le dit. Flatiron, on a, qu'est-ce qu'il nous a dit, j'y jouerais bien, c'est Fabrive, ou Fabrive. Le talent de la prononciation. Ensuite, nous avons For a Crown, ça je pense que c'est cette semaine, on vérifiera après. Donjon, je crois pas que ce soit cette semaine, Donjon, j'ai un doute, je ne sais plus.
Veil of Eternity Artifacts, Canal. Alors, on va vérifier toutes les dates. Ces dates sont sujettes à vérification et j'ai pas eu le temps de le faire hier soir. Je vais aller voir sur For Crown si j'ai mis coup de cœur ou pas, parce que réellement pour moi c'est un coup de cœur. Je vais aller vérifier. J'ai adoré. Oui, il faut qu'on reprenne cette rubrique-là, il faut qu'on regarde au fur et à mesure. Ça c'est vraiment malin. J'ai adoré les sensations d'aller embêter les autres un maximum. Le matériel est super. Oui, vraiment, c'est un jeu que j'ai hâte de rejouer. Voilà, ça c'est pour les sorties, plus ou moins les sorties de la semaine. Cette rubrique. On a reçu quelques jeux. C'est les premières réceptions. C'est Intrafin qui nous a envoyé quelques jeux. Je les montre parce que ça sera les sujets peut-être de futures vidéos. Il y a la version plus accessible de Spirit Island, les horizons de Spirit Island. Eric Reuss, l'auteur de ce jeu, et j'avais beaucoup aimé moi la boîte de base de Spirit Island. J'avais beaucoup aimé l'originalité. Après, c'est un jeu que j'avais du mal à sortir parce que pour réexpliquer les règles à chaque fois, il fallait se replonger dedans et c'était un peu complexe, je trouvais. Il y avait peu de rappels sur le matériel de comment placer les éléments et je m'y perdais un petit peu. Ensuite, on a Biome, dont on a parlé récemment, qui Léonie Grunler, grosse boîte, également Intrafin, donc forcément c'est Intrafin qui nous a expédié ces différents jeux. Merci beaucoup à eux, ça va nous aider à pouvoir vous les présenter également dans nos différents formats. Ça sera au programme des futures soirées jeux. Celui-ci est assez facile à jouer, 7 pièces pour un château. J'ai vu que Pénélope en avait fait une vidéo, je ne sais plus si c'est début décembre, quelque chose comme ça. Petit jeu assez accessible dans lequel on construit son château devant soi, ça va vite. C'est le genre de jeu Daniel Frixelius auquel on joue rapidement. C'est pas impressionnant sur le graphisme, mais moi ça me tente bien, j'adore construire mon château. J'aime beaucoup Castle of Mad Kid Ludwig. Ouais, moi aussi. Hop, et puis le dernier qu'on a reçu, dont les gens parlent beaucoup, c'est Stone Spine Architect. Joue à Stone Spine, je pense que vous allez aimer, nous dit Rachel. Bah oui. Et j'ai vu aussi Pénélope en faire une vidéo, je crois que c'était la semaine dernière qu'elle y a rejoué, elle en a fait une ou deux, je ne sais plus, et par l'auteur de Cartographers, ce qu'on a fait beaucoup aimer. Ça, c'est tout à fait possible qu'on y joue avec Jube et Jérôme jeudi soir. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient envie de le découvrir, celui-ci. En petite friandise. Voilà, pour les jeux qu'on a reçus dernièrement, je ne sais pas si on a reçu. On a reçu les Sashibo, je ne vous avais pas montré. Il y en a plusieurs qui sortent assez régulièrement, donc ça c'est dans les arrivages. Et ça sort assez régulièrement au chalet aussi, parce qu'il y a plein de gens qui aiment bien manipuler les Sashibo quand ils sont posés sur un meuble. Donc je fais exprès maintenant de les laisser traîner volontairement au chalet et ça occupe bien un peu tout le monde. On a reçu l'équipe de Playpunk pour nous présenter Zénith, qui va arriver très prochainement sur Board Game Arena. Je vais vous parler de Board Game Arena juste après. Et je l'ai mis en jeu, du coup, parce que Thomas, il jouait tout le temps avec le Sashibo. Je l'ai mis en jeu dans la vidéo. Vous verrez dans la vidéo s'il a réussi à le gagner ou pas à la fin de la vidéo de Zénith. Je vous dis pas ça, vous le découvrirez dans la vidéo. Hop, on va regarder, du coup, les jeux qui sortent sur Board Game Arena. Il y en a un qui est sorti la semaine dernière, c'est Carvi. Donc le jeu, on vous l'avait dit, on vous avez donné un petit indice sur le fait que ça se passait dans le nord. Et ce jeu-là, je l'avais trouvé un poil longué autour de la table. J'avais plutôt bien aimé les sensations, mais bon, pas donc forcément l'envie d'y revenir. Il va bénéficier de son passage. Alors, en général, c'est le cas. Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que le jeu va bénéficier? Parce que je te rappelle que c'est un peu gratuit. Board Game Arena, on y joue, on paye son abonnement. Non, mais je veux dire, toi, quand tu y joues en termes de temps. C'est ça, c'est que souvent sur Board Game Arena, il y a une accélération des parties, une simplicité à la mise en place aussi, forcément. C'est une application, donc on a moins de mal à ressortir les jeux. J'ai l'impression que ça s'y prête bien d'y jouer sur BGA, c'est rapide. Du coup, ça me fait plaisir, effectivement. Je vais pouvoir y jouer plus facilement, mais le jeu autour de la table, est-ce qu'on va beaucoup y rejouer? J'y ai pas rejoué depuis sa sortie. C'était chouette, on a passé un bon moment, mais ça ne nous a pas non plus suffisamment enthousiasmé pour y revenir. C'est malheureusement le lot de pas mal de jeux de société. Et donc, il y a aussi le mode arène. Je ne sais pas si ça vous intéresse. C'est la 20e saison. Tous les 3 mois, ils réactualisent. On peut se relancer dans une nouvelle saison. C'est essayer de progresser, tu sais, dans les scores. On se lance sur un jeu, on y joue régulièrement. On essaie de gagner des médailles, de passer dans des ligues de plus en plus relevées pour décrocher, je ne sais plus ce que c'est, le top du top. On va être dans les tout meilleurs à la fin des 3 mois. Je l'ai fait un tout petit peu, parfois, sur Season, sur ce genre de jeu, mais... cet aspect compétition,
c'est trop compétitif. Tu vois, moi j'aime bien qu'un jeu ait de l'enjeu, mais là c'est un poil trop compétitif pour moi en général. Le but d'être dans les premiers, c'est trop difficile de passer dans les premiers, faut faire que ça, quoi. Mais c'est super pour les gens qui ont du temps et qui ont plus de temps que moi en tout cas. Les jeux qui arrivent, il y en a 2 qui arrivent cette semaine sur Board Game Arena. Il y en a un qui arrive aujourd'hui, je crois, et un qui arrive mercredi. Et ce sont 2 jeux que j'attends beaucoup et qui vont être... Alors il y en a un que j'attends beaucoup moi, je ne sais pas s'il sera énormément joué sur BGA, mais le deuxième va être beaucoup joué, j'en ai peut-être parlé juste avant. Je ne dirai pas lequel c'est. Voilà pour cette rubrique Board Game Arena. On enchaîne ? On enchaîne. Je regarde vos commentaires évidemment. Ah, il voudrait un live sur Stonespire. On fait pas trop de live, c'est ce qu'on disait. Est-ce que c'est une erreur ? Dites-nous si vous avez envie de nous voir jouer en live. On n'en fait pas trop, si ce n'est sur les sabliers d'or, sur les jeux de société, parce qu'en fait j'aime bien ce qu'on essaye de faire sur notre chaîne principale, c'est-à-dire d'avoir des vidéos qui sont quand même pas mal travaillées. Là, on va vous diffuser celle de For a Crown, puisqu'il sort cette semaine. Ben, vous verrez, il y a tout, sur l'introduction, il y a quand même pas mal de travail. On l'a monté à 2 avec Pénélope. J'ai fait l'intro et puis elle a fait les règles de la partie. Et on s'amuse, on essaie de faire quelque chose qui soit vraiment une vidéo où il y a un intérêt à la regarder pour l'intro, pour les discussions, pour le partage, pour tout ce qui se passe derrière, l'ambiance. Et c'est pas la même chose qu'une vidéo en live où forcément... c'est de l'échange, mais c'est super à regarder, je trouve, moi, sur le coup. C'est moins intéressant en replay, de mon point de vue, je trouve, quand même. Et on fait déjà beaucoup de live, donc je me dis que peut-être il n'y a pas besoin de rajouter des parties. Je ne vois pas de quoi tu parles, nous dit Antoine, sur les jeux qui arrivent sur Board Game Arena. On continue donc avec la rubrique culture plus large. On va ouvrir, on va parler de bande dessinée, on va parler de séries, on a regardé un petit peu des séries. Les films, j'ai regardé la liste des films qui sortaient. Alors nous, on est encore dans la saison, on va pas trop au cinéma, mais peut-être plus tard, on essaiera de garder des soirées ou des moments pour aller au cinéma et vous faire notre compte rendu aussi sur les jeux. On a vraiment envie d'ouvrir beaucoup, et on l'a dit, c'est... également pour parler des jeux de société de manière plus intelligente, je trouve, également, parce que on fait du conseil en fait. Quand on vous sort un conseil sur un jeu en particulier, qu'on vous dit consacrer du temps, c'est aussi en regard à d'autres loisirs. On n'a pas un temps de loisir qui est illimité. Et non, et là on a surtout un temps pour ce genre de choses parce que Martin dessine énormément en ce moment. Et du coup pour jouer aux jeux de société en même temps que tu dessines, c'est pas facile, mais pour regarder une série en même temps qu'on dessine, là c'est faisable. Et donc du coup on a un peu passé notre frustration de ne pas jouer sur une consolation de « Ah, on va peut-être mettre une série du coup ». Barakuza nous dit « Je ne suis pas si fan des parties, personnellement, je suis beaucoup Pénélope et pourtant je suis les parties live pour l'ambiance et les discussions. » Pardon, j'ai pas compris ton message en fait. Non, c'est pas ça, c'est que je ne sais pas s'il n'est pas fan des parties en replay, enregistrées dans la configuration live ou les parties sur... Non, ce qu'il dit c'est qu'il n'aime pas spécialement en live et que s'il ne suit Pénélope, c'est juste pour l'ambiance. Oui, moi aussi. D'accord, c'est plutôt en live. Ouais, c'est pareil en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'aime bien, moi, me connecter sur les chats des gens qui font des parties quand j'aime bien les gens. En l'occurrence, passer un moment avec eux, discuter, faire 2-3 blagues. La partie en elle-même, je ne peux pas la regarder. C'est juste impossible en fait. Au bout de 2 secondes, j'ai arrêté de regarder l'écran, je regarde autre chose, je suis trop... Je papillonne, je fais d'autres choses en même temps. Donc j'arrive pas à regarder, mais par contre, l'ambiance est importante, mais ça suffit à rendre la chose intéressante en fait. Le fait de pouvoir partager de l'ambiance, c'est ce que je faisais quand il y avait Trick Track qui faisait des parties également en live. Je ne suivais pas tout dans le détail, mais ça suffisait à me créer des envies sur les jeux. Je trouve que c'est juste parfait en fait. Il faut faire ça, c'est chouette. Par contre, pour suivre un jeu en lui-même, je suis un peu plus vidéo quand même, vidéo montée. Mais en même temps, il n'y a pas grand monde qui le fait, donc j'ai du mal à... C'est vrai qu'il y a peu de chaînes qui le font, j'ai du mal à avoir du recul. Puisque notre format, en tout cas, aujourd'hui, on est un peu les seuls, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, des parties vraiment montées. Dites-moi si vous en voyez d'autres qui le font, mais ça demande tellement de travail que logiquement, il n'y en a plus beaucoup. Il y a beaucoup de lives qui sont reversés en YouTube. Parce que justement, le travail de montage, il est pour vous faciliter la compréhension de la partie. Donc c'est vraiment long de mettre le bon habillage, de régler pour que ce soit la bonne prise de vue, mettre suffisamment de caméras pour que vous ayez plusieurs angles et puis vous proposer une explication des règles qui soit la plus pédagogique possible pour que vous puissiez suivre. Tout ça, ça se travaille et c'est un temps qui est incompressible. Il
Il n'y a pas d'ambiance sur les vidéos de Pénélope, voyons, nous dit Mélodie. Si, il y a beaucoup d'ambiance, il se passe plein de choses, il y a plein d'émotions, c'est vraiment chouette en fait. Hein. Ces contenus-là, il n'y en a pas tant que ça en fait, qui génèrent des choses, et c'est, je pense, parce qu'elle en a conscience, mais la principale qualité de sa chaîne, c'est de ce partage d'émotions diverses en fonction de l'année, mais positives essentiellement, qu'on a envie de partager avec elle, tout simplement. Max Rioc nous dit, pardon. Il y a une question qui demande ce que tu dessines, Martin. Je reviendrai dessus juste après, mais Max Rioc nous dit aussi, j'ai horreur de regarder les parties, je suis beaucoup plus interview ou explication des règles, moi aussi, et c'est pour ça que la direction que j'essaye de prendre sur nos vidéos de présentation de jeux passe par une intro un peu plus longue. Depuis cet été environ, on essaie de le faire de plus en plus souvent, c'est-à-dire prendre un tout petit peu plus de temps pour discuter, partager, et une conclusion aussi un petit peu plus longue aussi, parce que en fait, vous pouvez faire votre rapide d'une certaine manière, vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la partie, peut-être il y en a certains, je sais qu'il y en a plein qui vont même pas regarder les règles. Moi, franchement, sur nos vidéos, je passe énormément de temps, c'est la partie la plus longue, le montage des règles. Si je pouvais m'en passer, je m'en passerais avec plaisir, parce que ça prend beaucoup de temps, mais c'est à destination de ceux qui veulent apprendre la règle avant de lancer leur soirée, et du coup, c'est utile de la laisser quand même. Mais si je la consommais, je ne regarderais pas cette partie. Je me mettrais directement sur les joueurs qui jouent et qui expliquent un peu ce qu'ils sont en train de faire. Je les apprends la partie règle qui est un peu rébarbatif quand même. Par contre, l'intro, les 3-4 minutes d'intro, pour nous c'est important. On a envie que ça soit marrant, qu'on partage un petit peu des personnes qui viennent là, de leur caractère, des émotions autour de la création, et j'essaye de le rajouter de plus en plus dans ces formats-là d'explication. Voilà, c'est un peu... j'adorais les explicarties sur Trick Track, moi aussi j'étais biberonné à ça, et on essaye d'ouvrir cet espace-là également. La vidéo de For a Crown, elle est terminée, elle est envoyée à l'éditeur, et donc des validations, elle sera mise en ligne. On ne sait pas, on attend en fait. Peut-être aujourd'hui. Alors, on enchaîne avec, sur ce que je dessinais, j'ai beaucoup dessiné pour l'équipe. Le journal de l'équipe. D'ailleurs, voilà, excellent dessin de l'équipe d'hier sur mon fils, nous dit Guirout. Merci beaucoup, parce que celui-là m'a fait plaisir, le dessin de l'équipe d'hier. Je voulais le mettre juste avant le lancement, il m'a manqué 5 minutes pour les mettre sur le site internet, donc vous allez les retrouver après cette émission, c'est la première chose que je fais, je remets mes dessins de l'équipe, comme ça vous pourrez les regarder sur le site amondedejeux.fr. Hop, c'était celui-là, celui que j'ai fait. Vous ne le voyez pas d'ici, mais c'est pas grave, vous le verrez sur le site internet. Sur Gaël, mon fils, il m'a bien fait marrer, j'étais ravi. Je me fais pas toujours rire moi-même, mais j'étais ravi que l'équipe choisisse celui-là. À chaque fois, j'en renvoie 5 et ils en choisissent un parmi les 5 des 5 que je fais. Autant vous dire que c'est des longues journées. Ça, c'est celui de l'équipe de ce matin. Hop, un dessin sur le Vendée Globe. Et c'est donc ces deux-là arrivent sur le site internet. Je vais les rajouter également pour que vous puissiez les voir. Sur les 23 derniers jours, je te disais, j'en ai fait 12 des jours d'équipe. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps quand on sait que c'est quand même... Un après-midi d'équipe, on ne peut rien faire d'autre. Enfin, toi, tu peux rien faire d'autre. Je finis vers 22h souvent. Le temps de trouver des idées, tout ça. Donc, ça prend beaucoup de temps. Entre ça, le calendrier de l'Avent Philibert, je finis aussi le jeu avant-après qui sortira normalement en mai. Et donc tout ce travail-là me demande pas mal. J'ai passé énormément de temps à la table à dessin et j'ai des cloques sur les doigts à force de tenir le crayon. Il y a un peu mal aux yeux aussi. J'ai vraiment beaucoup dessiné ces derniers temps. Est-ce que je pense mettre des dessins originaux pour l'équipe à la vente comme le calendrier de l'Avent ? Oui. Normalement, il doit y en avoir sur le site. Alors, pas sur le site Amonde de Jeux. Sur le site Amonde de Jeux, il y a une rubrique vente d'originaux. Il faut que je la mette à jour. Je vais enlever tout le système d'enchères inversées. Ça, c'était juste pour l'opération spéciale de Noël. Et de temps en temps, il y aura un dessin. Par contre, les prix ne seront pas discutables. Ça sera des prix qui sont plus élevés que dans la période de Noël, forcément. Enfin, qui sont au prix d'entrée. Voilà, les prix normaux. Au prix d'entrée que je mettais avant qu'ils diminuent avec ce système d'enchères inversées exceptionnel. Pardon. Voilà, donc de temps en temps, on en mettra un. Mais celui sur mon fils, il a été réservé par Antonin Bocara, donc je pourrais pas le mettre. Les sorties, maintenant on change de domaine, on vous parle d'autre chose, et je sais que vous êtes quelques-uns à apprécier cette rubrique. Merci à ceux qui nous ont fait des retours là-dessus. On vous a parlé la semaine dernière de séries télé, on vous a parlé de bande dessinée,
J'ai regardé dans les films qui sortent au cinéma, il y a des trucs rigolos, mais j'ai pas eu le temps de me créer des envies pour pouvoir vous en parler ce matin. Mais il y a quelques petits, il y a beaucoup de films qui sortent au cinéma, beaucoup plus que de jeux de société. On n'est pas allé voir The Substance et j'avais vraiment très envie, donc je pense qu'il y est plus. Il faut s'autoriser à aller voir des choses. Nous, c'est plus compliqué parce que là, c'est la période où ça glisse bien sur les routes, ou alors il faudra le faire, tu sais, le vendredi, en début de journée, la séance de 11h. Voilà, pour pouvoir s'offrir le vendredi, la semaine de 4 jours, on n'y est pas encore tout à fait. Pas tout à fait. On est plutôt sur la semaine de 9 jours, 10 jours, nous. Les BD. Donc, on vous avait parlé de 2 bandes dessinées. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir passer en librairie. Donc, j'ai commandé une bande dessinée dont je voulais vraiment vous parler par internet. Et vous savez ce truc, quand vous mettez des choses dans votre panier, mais vous n'appuyez pas sur valider le panier, ça n'arrive jamais chez vous. Et au moment où je me suis dit, mais c'est fou, je l'ai pas reçu, ça devait arriver jeudi. J'ai regardé et non, j'avais pas validé le panier, c'était toujours dedans. Donc ça sera peut-être pour la semaine prochaine. C'était la bande dessinée sur Istanbul, le journal d'Istanbul. Tu sais, je voulais l'acheter et vous dire ce que j'en ai pensé. On l'a pas reçu. Donc, par contre, j'ai quand même passé en librairie, toi, et pour acheter... Simon, il l'a pris, lui. T'as aimé ? Ouais, apparemment. Vraiment top, le journal inquiet d'Istanbul. C'est super, vous êtes plusieurs à nous dire que c'est vraiment chouette. Aucune chance pour que je ne le prenne pas, je vais le prendre, mais ça sera pour la semaine prochaine, on vous en parlera la semaine prochaine. Moi, je suis passée à la librairie. D'ailleurs, sur le site, je vous ai mis un lien vers l'Instagram du libraire de Besançon qui a des avis incroyables et qui vraiment va pouvoir vous guider si vous découvrez la bande dessinée, que vous avez envie d'avoir un petit peu de conseils. Parce que vraiment... Ouais, il donne des super conseils. Alors, d'ailleurs, je suis passée à la boutique. Oui. Je finis juste cette phrase. Je suis passée à la boutique et il a une idée géniale, je trouve. J'ai regretté après coup de ne pas avoir fait une photo pour vous montrer. Il a en bout de boutique, il a fait imprimer une grande bâche sur laquelle il y a ses 20 jeux préférés de l'année. Et en dessous, il y a une table avec les 20 jeux. Ils sont numérotés. On peut se référer à l'affiche pour savoir dans quel ordre il les a classé selon son conseil de la BD qu'il a le plus marqué à la 20e, qu'il a quand même le plus marqué, c'est une sélection. Et j'ai trouvé l'idée vraiment chouette parce qu'on arrive dans la boutique et c'est immédiat, on voit la bannière et on nous dit ici il y a du conseil. Et je trouvais ça fort en fait de pouvoir affirmer ça comme ça. Ah oui, c'est ce qu'on aime dans les boutiques de jeux, c'est ce qu'on aime dans les boutiques de bande dessinée, et c'est pour ça que de temps en temps, je vais commander en ligne de temps en temps parce que j'ai pas le choix en fait, je suis trop loin des libraires et si on veut suivre l'actualité, on est obligé parfois de le faire et c'est super qu'il y ait des ventes en ligne. Le but n'est pas de dire ne commandez pas en ligne, le but ne sera jamais de vous faire de la morale dans nos émissions, c'est pas l'esprit, mais par contre on est attaché à nos libraires, on est attaché à nos boutiques physiques, tous d'ailleurs. Et c'est le cas de celle-ci, tu as eu l'occasion d'y aller, moi j'ai pas eu l'occasion du tout, et j'ai pas eu l'occasion de la lire, donc tu vas nous en parler juste après. Je pense que j'ai dû faire un lapsus, mais en fait le lapsus il est révélateur, c'est en voyant cette boutique de BD et l'accent qui était mis sur le conseil, j'ai pensé à des boutiques de jeux, et je me disais que c'était peut-être une bonne idée d'avoir ce genre d'affiche qui dit ici, on vous conseille, ici on a des jeux préférés, voici lesquels. Voici on a des BD préférés, voici lesquels. C'était dans mon esprit la même mise en avant du conseil et de la particularité de la boutique. Merci à tous ceux qui font des retours là en live, par exemple Simon qui nous dit effectivement que le journal Inquiet d'Istanbul il aime bien, il attend le deuxième avec impatience, qu'il a attaqué Mitsuo, il a lu que la moitié mais ça lui semble incroyable également. Merci à ceux qui lisent parce qu'on a envie d'avoir vos conseils. Tornade nous dit j'ai pris Le Monde à 3 corps de lit, je connais pas, du coup je vais regarder avec intérêt également. J'ai pensé à vous pendant les vacances, mon fils de 6 ans est passé devant El Diablo en librairie, l'a attrapé, l'a ouvert, c'était fini, impossible de partir, nous dit Caroline Flay. Oui, c'est super El Diablo, c'est vraiment une très jolie bande dessinée de Trondheim et Alexis Nem. C'est des bandes dessinées qu'on a envie d'avoir chez soi, de les garder, de les relire, parce que c'est des BD qu'on relit, c'est ça qui est important aussi. Moi je veux faire un gros tri dans ma bande dessinée, dans ma... BD Tech, parce que j'ai beaucoup de BD que j'ai pas envie de relire et ça je trouve ça absurde en fait, ça prend de la place pour rien. Je voudrais avoir que des choses que je veux relire et pareil pour les jeux en fait, il faudra avoir que des jeux auxquels on a une chance de rejouer ou qu'on a une chance de ressortir. Tous ces jeux qui sont là pour rien, j'aimerais bien ne pas les garder. Je l'ai vu le Casimirman à la librairie, j'ai hésité à le prendre, il y avait un petit panneau dessus qui disait que c'était chouette et j'ai hésité et
j'ai pas pris cette fois-ci, mais je me dis que si j'y retourne, il y a des chances que je le prenne. T'as vu ce commentaire depuis que 69, j'hésite à commencer Yellowstone, ça a l'air d'être un investissement en temps. C'est un investissement en temps, effectivement, oui. Mais par contre, faut que tu saches si ça va te plaire avant de commencer. Je le redis, moi je trouve que c'est un mélange entre Le Parrain et Dallas. Si ce mix-là peut te plaire, et ben alors oui, tu peux investir le temps parce que c'est bien fait et la fin n'est pas décevante. Et c'est bon pour la santé parce que Dallas à l'envers, ça fait salade. Ouais. Et voilà, et la salade, c'est bon pour la santé. Mais après, voilà, il faut que tu saches si cette ligne narrative, elle va te plaire ou pas. Premier épisode dure 1h30. C'est un peu long. Ouais. Bonjour à Barry qui vient de se connecter. On regarde donc les sorties BD et après on revient sur Marcy. Alors tu vois, Marcy, tu as été les chercher vendredi et depuis vendredi, j'ai pas du tout le temps de prendre quoi que ce soit entre les mains. Donc je ne l'ai pas lu. J'ai quand même lu une BD cette semaine. Je vous en dirai un petit mot après, mais c'est pas une BD qui vient de sortir, c'est une BD de 2022. Ça date un peu quand même de mémoire, je crois que c'est 2022. Hop, ce qui sort cette semaine, alors il y a plein de trucs chaque semaine, comme dans le jeu de société, plein de choses, mais pas forcément plein de choses auxquelles nous allons nous intéresser. Par exemple, Les Amis de Spirou tome 2, Havana Split, c'est ça le titre. Les Démons de Mamie, donc c'est le nouveau Florence Sestak. J'ai jamais été fan de ce Florence Sestak en fait, donc je vais pas m'y attarder, mais c'est sans doute très très bien pour les fans de l'autrice. Apogée, Le Sacrifice des Aigles, toutes ces bonnes. Je les ai regardées à chaque fois. Il y a souvent des pages. On peut regarder le début, tu sais, lire les premières pages. Je les ai lues. Flux, ça a l'air très joli. C'est chez Ankama. Ça a une histoire un peu. Ça m'a semblé être de la science-fiction. Ça a l'air très chouette. Je m'y suis pas attardé plus que ça. La Veuve chez Glénat. Les Chants du chaos chez Rue de Sèvres. La Mécanique, je ne donne même pas le nom des auteurs. Vous voyez, c'est classe. Je passe très vite dessus. Moi, Quarantaine, c'est Aude Picot qui continue sa série des Moi-Jeux qu'elle avait commencé à l'époque des blogs BD, notamment il y a donc une vingtaine d'années maintenant, et donc là, elle continue cette série-là. Exercice de style aussi, je trouve, très chouette petite bande dessinée, pas forcément passionnante de mon point de vue, j'avoue, mais c'est vraiment une BD qui a marqué pas mal de monde. Le Fantôme de l'Opéra, une adaptation chez Futuropolis. Je regardais vite fait les dessins, ça m'a pas plus emballé que ça, donc j'avoue que c'est souvent un critère qui compte pour moi. Un peu comme dans le jeu, quand le thème ou l'illustration ne nous plaît pas, des fois on repose le truc, on s'y attarde pas, et c'est pour ça que ça fait du bien de regarder les bandes dessinées, c'est que ça nous permet aussi de se rendre compte qu'on fait comme ça, donc ne pas hésiter à le faire aussi pour le jeu de société. Nous on fait plus d'efforts sur le jeu de société, des fois on passe outre nos a priori, mais là sur la bande dessinée, je me suis pas attardé sur tous ces titres là, c'est juste pour vous montrer qu'il y en a plein qui sort chaque semaine, aussi parce qu'on est à l'approche d'Angoulême. Peut-être que ça va se tasser après. Le grand festival de bande dessinée qui a lieu à la fin du mois de janvier. Ceux que j'ai repérés, que j'ai le plus envie de lire, c'est Donjon Parade. J'ai arrêté de lire les donjons, il y a eu 2 époques dans ces livres de Lewis Trondheim et Sfar. Ils se sont arrêtés eux-mêmes, notamment quand Sfar faisait du cinéma, ils ont arrêté de sortir des albums dans cette collection-là, et j'ai pas repris, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de retard dans les livres, j'en vois régulièrement sortir et j'ai pas encore repris. Je sais que là il y a un gros investissement pour pouvoir rattraper, mais j'ai très envie là quand je vois ces 2 donjons parades, donc c'est la série rigolote, la branche rigolote de la série, qui raconte juste des petites histoires sur des personnages. Il y a 2 nouveaux tomes qui sortent, l'un dessiné par Thébault, qui a travaillé beaucoup notamment dans le magazine Titeuf, et le deuxième par Erwan Surcouf. Ça sort là cette semaine. Il y en a 2 autres tu as vu, Aline, qui sortiraient sur la librairie, mine de rien, ils annoncent qu'il y en a d'autres qui arrivent d'ici avril. Donc ça m'a donné envie. J'ai pas tellement de retard en fait dans la série Parade, il m'en manque que 3, dont ces 2-là. Donc peut-être c'est plus facile de les prendre. Après c'est de la BD blague, hein. C'est rigolo, c'est très léger, ça se lit hyper rapidement. En plus c'est des petits albums, je crois. Il me semble qu'ils sont plus courts que les autres. Mais la série Donjon, j'ai pris du retard, j'aimerais beaucoup me replonger dedans. Donc il y en a, le premier c'est Le Sirop des Costauds, illustré par Thébault, et le deuxième c'est L'Hostellerie des Impôts, ça plaisante un peu sur le système d'impôts. Et la deuxième bande dessinée que j'ai repérée cette semaine, c'est Mon ami Kim Jong-un, qui sort chez Futuropolis. C'est signé Kum Suk Gendry Kim, et on est en Corée du Sud, et ça fait partie de ces livres un peu autobio, un peu documentaires, dans lesquels on va se plonger dans des
des ambiances et des univers que l'on ne connaît pas forcément, et que le cinéma, les documentaires, les bandes dessinées nous permettent d'approcher. J'aime beaucoup quand les BD le font, notamment parce qu'il y a une dimension qui est sensiblement différente de celle du cinéma ou des documentaires à la télévision. Il y a de l'interprétation. Et quand on raconte une histoire par la bande dessinée, déjà il y a ce format de page, mais il y a aussi les choix que l'on fait, nous en tant qu'auteurs. Je dis nous parce que je l'ai fait aussi sur mon premier bouquin qui concernait le monde de l'éducation. Il y a une réorganisation de comment se sont passées les choses pour non pas tricher sur la réalité, mais pour donner une impression plus réaliste de ce que l'on a vécu. C'est-à-dire que ce que l'on ressent, c'est pas forcément en le racontant dans l'ordre qu'on l'exprime le mieux. Parfois on a besoin de choisir sa façon pour insister sur la force des émotions. Quand on a une émotion très forte, par exemple, c'est lié à ce qui s'est passé avant ou ce qui s'est passé il y a longtemps, et des fois, la façon de le raconter permet de le transcrire. La bande dessinée permet particulièrement ça, et toutes les BD autobiographiques et de documentaires, comme on a fait beaucoup Étienne Davodo pendant une époque, ça permet justement de retranscrire des choses qu'on ne saurait pas retranscrire autrement. Évidemment, par le livre, c'est possible aussi, mais l'image a un pouvoir évocateur qui est essentiel. Et on pense, en disant ça, moi, quand je t'entends dire ça, je pense à tous les récits de déportation, par exemple, les livres de Primo Levi, qui vont vous raconter ça, mais qui vous le racontent avec un prisme qui est incroyablement différent, qui ont une valeur documentaire, mais qui pourtant sont également poétiques, également symboliques, et qui racontent ça en quittant le réalisme. Et là, donc la bande dessinée permet à la fois d'avoir ce rapport à l'image, qui permet de mettre de la sensibilité, un rapport visuel, qui nous crée des images que l'on construit aussi dans sa tête, parce qu'il y a beaucoup, le mouvement n'est pas imprimé sur la feuille, il se construit dans notre esprit à la manière du livre, où les images, on les crée. La bande dessinée nous permet aussi ça, quand elle n'est pas trop... Et c'est pour ça que j'aime bien parfois les bandes dessinées en noir et blanc, parce qu'on va se créer les couleurs dans notre tête, ou celles qui ont un style, une ligne qui est relativement légère, parce que quand le dessin est trop complexe, on admire le dessin, mais on l'anime un petit peu moins, nous, en le lisant. Elle permet ça, elle a ce pont entre l'écriture et l'image qui est particulièrement fort, je trouve, sur les documentaires et sur les histoires autobiographiques. Donc celle-ci m'attire. Je ne vais pas forcément foncer dessus tout de suite, je ne sais pas si je l'achète, mais en tout cas, ça fait partie de celles que j'aimerais bien lire. Par contre, donc celle qu'on a lue, il y a Marcy, toi tu l'as lue, moi je vais la lire là maintenant, je vais t'écouter et puis je vais la lire après. Et je vous ai fait un petit résumé sur le site que vous pourrez aller voir, un petit résumé d'avis en fait sur le site de ce que j'en ai pensé. Je vous ai isolé aussi des planches qui m'avaient particulièrement plu ou particulièrement touché ou j'avais trouvé particulièrement maligne. Et oui, effectivement, moi j'ai adoré Marcy. J'ai adoré cette histoire qui raconte comment, après s'être fait virer de son travail, Caroline, qui a un nom tout à fait banal, qui est une personne tout à fait banale. Qui passe à Brenda. Pas du tout, elle s'appelle réellement Caroline dans l'histoire. Parce qu'elle a choisi d'utiliser son deuxième prénom qu'elle aime plus que le premier, qui est Marcy, et qu'elle trouve trop exceptionnel pour elle. Et elle va se rendre compte qu'au final, elle est bien une Marcy. Elle va réaliser son rêve d'être détective et il va y avoir une enquête à l'intérieur de ce tome qui n'attend pas de suite et qui va être une enquête un peu farfelue et géniale. On n'a pas la fin de l'enquête au bout de 3 pages, au bout de 3 planches. On va vraiment être surpris jusqu'au bout. Il y a des trucs assez incroyables, comme par exemple cette image de bouffée de chaleur pendant qu'elle fait un questionnaire de rue à quelqu'un, parce qu'au départ elle est juste enquêtrice de rue, elle fait des enquêtes sociales, vous savez. Est-ce que vous vous sentez souvent déprimé? Réponse 1, toujours. Réponse 2, parfois. Réponse 3, jamais. Voilà, elle fait ça. Et ces petits énoncés d'enquête, ils vont venir en récitatif sur plein de planches de l'album. Et ça va venir ponctuer, donner une petite saveur particulière à la planche. Alors c'est écrit en jaune, comme vous le voyez là, dès que c'est une enquête. Dès que ça fait partie des enquêtes de rue qu'elle fait passer aux gens. Et ça va être un fil conducteur dans toute la BD. Il y a des plans absolument géniales de ces cauchemars. Ah, tu as vu l'organisation graphique, en fait, c'est vraiment une autrice, Cathy Bauer, l'autrice de Marcy, qui a son style à elle, sa façon de raconter à elle, et qui fonctionne très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? J'ai adoré toutes les interactions mère-fille. C'est une maman de 40-50 ans, divorcée, qui a sa fille 1 semaine sur 2, et les interactions mère-fille sont géniales. Une vraie bande dessinée d'autrice, moi je ne l'ai pas lue. Alors je suis content que ça t'ait plu, Aline, parce que c'est souvent moi qui pars en exploration sur les bandes dessinées, forcément c'est mon domaine.
Celle-ci, je me suis dit, ça fera peut-être plaisir à Aline, j'en sais rien. Et parfois, je me plante. C'est-à-dire sur certaines que j'ai achetées récemment, tu m'as dit, c'est nul, moi ça me plaît pas. Oui, ça arrive qu'on n'ait pas les mêmes goûts. Ah bah oui, souvent. Et l'enquête est vécue comme un puzzle qu'elle va recomposer, donc on le voit c'est une planche là. De la BD, c'est une planche, le puzzle, et on voit des morceaux de puzzle arriver sur d'autres planches pour dire que ça complète un petit peu cette histoire. J'ai trouvé ça très très fort et bien malin. Et puis cette planche de la mère qui vient de se friter un peu avec sa fille et qui est dans son lit et qui regrette et qui se dit mais vraiment je suis nulle comme mère. Et juste à la fin, la porte qui s'ouvre, c'est maman, tu dors pas? Eh ben, ça avait l'air génial au pitch. Ton retour me fait très envie aussi. Je vous ai fait un petit baratin, mais c'est vraiment histoire de je sais pas, de vous dire que j'ai bien aimé. J'ai vraiment hâte de le lire. J'ai failli, mais hier, tu vois, à 2h du matin, j'ai failli la lire. Puis je me suis dit, non, c'est pas sérieux, Martin, va dormir quand même un peu. Donc, ça sera pour et aujourd'hui. C'est pas classique, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Au final, l'enquête elle-même, elle est pas classique. Au départ, elle démarre comme enquêtrice, mais ce qu'elle cherche, c'est des chiens disparus. Enfin voilà, tout est un peu loufoque. C'est une vraie autrice, Tout est un peu loufoque et on a l'impression qu'on n'a jamais lu ça, quoi. Et ça donne envie, et c'est ça qui est fort aussi, quand on lit un livre, d'aller regarder ce que l'auteur a fait. L'autrice, en l'occurrence, a fait par le passé sur d'autres bouquins. Moi, j'ai lu, avec beaucoup de retard, j'ai rien préparé dessus, mais j'ai lu In Wave, que j'avais pas lu encore, que j'avais acheté à sa sortie et qui traînait au chalet. Qui est une BD aussi et qui est vraiment très très chouette. Une bande dessinée un peu adolescente, c'est-à-dire que c'est un jeune auteur, je pense, qui l'a écrit. Et il y a encore, j'ai failli le poser dans la chambre de notre fille en me disant tu devrais lire ça pourrait te plaire parce qu'il y a ces émotions simples avec une histoire qui est lourde où plusieurs fois tu as des sanglots en le lisant. Ça m'a marqué aussi. Je vais essayer de vous trouver une image quand même, puisque j'en parle 2 secondes, même si c'est pas du tout une sortie de la semaine. On va essayer de rester. On va essayer de mettre en avant les sorties du moment. Je sais pas quel éditeur, j'en sais rien, et le nom de l'auteur, je l'ai pas de tête. Ça c'est nul, il faudrait mieux préparer que ça. Mais bon, j'avais pas prévu de vous en parler. Je suis sur quoi là? Alors l'éditeur, c'est Casterman. Ouais, c'est Casterman, c'est Ad Dungo, l'auteur, et c'est une bande dessinée. Alors en fait, pour vous faire le pitch très rapidement, l'auteur est en train de préparer sa première bande dessinée. Il raconte l'histoire du surf à travers quelques grandes personnalités qu'il a fait, et sa compagne qui est atteinte d'un cancer et sur la fin de sa vie tout simplement. Et il va mêler les 2 histoires au fur et à mesure. Il est en train de raconter ça, mais il a aussi envie de raconter, on le sait dès le début, donc c'est pas un spoiler, il a envie de raconter aussi les émotions qu'il traverse dans cette période-là, et c'est pas sombre, c'est pas triste, c'est pas horrible, c'est pas quelque chose de lourd, c'est lourd, mais c'est pas horrible, et c'est une bande dessinée qui avive des émotions fortes, un peu adolescentes d'une certaine manière, mais comme on peut les vivre dans ces moments-là, et c'est magnifique en fait. C'est vraiment une très très belle bande dessinée et c'est la première de cet auteur-là. Donc voilà, ça je le conseille, notamment pour les plus jeunes peut-être, parce que c'est assez accessible. Donc ça fait du bien de se plonger dans des histoires... Je sais pas si je t'ai donné envie là, Aline. Pas trop. Le surf et puis les maladies, c'est pas ton truc. Non. Moi, les maladies, globalement, les histoires de maladies, c'est pas mon truc. Alors c'est une bande dessinée qui a été sélectionnée à Angoulême, qui a eu vraiment un gros écho derrière. Voilà. Pour les bandes dessinées, on continuera donc la semaine prochaine. On vous parlera sans doute du journal inquiet d'Istanbul, parce que cette fois-ci, moi, je vais regarder Point Break. Voilà, on parlera de Marcy peut-être si je l'ai lu d'ici là. Bon, on a déjà parlé cette semaine. Et puis on verra si on en prend parmi celles qui sont sorties. Mais on ne va pas en acheter toutes les semaines non plus. On a un budget qui est limité. Il est 9h08. C'est le temps de parler des séries très rapidement parce qu'on arrive sur la fin de l'émission. On déborde. On s'était donné comme petit objectif d'en regarder 2. On en a regardé 2 du coup, puisqu'on on regardait des ciné. Si vous... les sorties de la semaine en série, pas grand chose. J'ai regardé très rapidement ce que j'ai repéré. Moi, honnêtement, on va continuer à regarder celle de la semaine dernière. Il y en avait vraiment beaucoup la semaine dernière. En fait, c'est surtout ça. Il n'y en aura pas, heureusement, énormément chaque semaine, sinon on s'en sort plus. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle série avec Cameron Diaz, il paraît que c'est son grand retour, mais comme je m'en fiche, je ne sais pas si c'est un critère suffisant pour la regarder. Ça s'appelle Back in Action. Ça sera sur Netflix. Voilà, une série d'action. Je ne sais pas si ça vaut le coup.
Je vous cite les deux que j'ai repérés. Et puis, tiens, j'ai vu une série carcérale qui se passe en Inde. Peut-être c'est très bien, j'en sais rien, c'est une série indienne. Pourquoi c'est marqué bande dessinée là? Je sais pas, il faudrait que j'enlève. 2 sur Netflix, j'ai pas vu grande chose d'autre sur les autres plateformes. Nous, on avait repéré plusieurs séries la semaine dernière, 3, On Call, on n'a pas regardé du tout. Parce que, en fait, enfin, comment dire, à la bande-annonce, ça nous inspirait pas plus que ça. Peut-être on jettera un coup d'œil, mais bon, on n'a pas tant de temps que ça non plus. On a À l'aube de l'Amérique, celle-ci nous tentait énormément par son sujet, raconter une histoire de la conquête de l'Ouest, en tout cas de personnes qui vivent à cette époque-là. Donc on est toujours assez sensible nous à ces sujets, on aime bien, il y a un souffle épique dans ces histoires-là. On a eu envie de la regarder, on l'a regardée. On a regardé combien? 4 épisodes, c'est ça? 4 épisodes sur 6, oui. Je pense qu'on va continuer aussi. Donc en 2 mots, Aline Moi, en 2 mots, c'est l'univers que j'aime le plus, je pense, en termes de récit. La conquête de l'Ouest, je trouve que ça cristallise plein de choses sur l'espoir, les questions de rédemption, la difficulté, la violence de l'époque, le non-manichéisme entre les colons et les Indiens qu'on arrive maintenant à mettre en valeur bien dans les séries, les livres et les films. Et là, il m'a manqué l'espoir en fait. Je trouve que c'est globalement bleuâtre, brutal, fangueux. Vraiment, on est dans la boue, on a des plans qui nous montrent les pieds dans la boue absolument tout le temps. Et il me manque la motivation des gens. Je comprends bien que l'héroïne et son fils essayent de s'enfuir parce qu'elle est recherchée pour avoir commis un meurtre. En fait, c'est de la légitime défense, mais elle a commis un meurtre et elle est recherchée avec ses fameuses affiches Wanted, et il y a une prime sur sa tête, donc elle est obligée de se sauver. Mais pour tous les autres colons qu'on voit se déplacer vers l'ouest, la série n'arrive pas du tout, je trouve, à expliquer en quoi ces lieux sont porteurs d'espoir et pourquoi les gens acceptent de traverser des territoires comme ça, si hostiles, avec une quasi-certitude d'y rester. Il n'y a pas ce souffle d'espoir, ce souffle épique. Je trouve ça un petit peu froid, en fait. À l'image des images un peu... à l'image du traitement un peu bleuâtre des scènes qu'on voit. Mais c'est très dur. On a un commentaire qui nous dit il y a une bonne vibes. The Revenant nous dit c'est les mêmes scénaristes, alors c'est tout à fait oui, tout à fait, c'est très sombre. Cohérent. Et il y a aussi une chose qui m'a un peu déroutée, c'est nous, on n'est pas américains, on n'a pas étudié l'histoire américaine à l'école, et du coup, l'action, elle commence in medias res, on n'est pas du tout pris par la main d'une manière historique. Et du coup, les conflits entre les Mormons, les Indiens, les protestants et l'armée, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour nous. On n'a pas enseigné ça. Et du coup, on nous a pas enseigné ça. Et du coup, pour un public qui n'est pas américain, je trouve que c'est hyper dur, dans les 2 premiers épisodes, de rentrer dans toute la complexité de cette intrigue politique qui est forte dans la série. J'imagine que si on est américain, pour nous, c'est beaucoup plus aisé. Pour eux, c'est beaucoup plus aisé, mais c'est pas notre cas. Donc c'est une série qui est un petit peu exigeante, quoi. Il faut vraiment se donner la peine de la regarder, de comprendre bien les implications, d'aller regarder sur Wikipédia ce qui peut nous manquer. Moi, sur l'histoire mormone, j'avais vraiment des grosses lacunes. J'y connais rien, en fait, en histoire mormone. Et j'ai dû aller chercher des infos sur Wikipédia pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de cette intrigue politique. David nous dit qu'il n'y a pas de contexte. Et effectivement, il faut se lancer dedans et se plonger complètement en acceptant l'idée que ça ne va pas être simple de connaître l'histoire. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça en réalité, parce que j'aime bien justement creuser derrière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. C'était complètement voulu, ce n'est pas une erreur de la série. Les images aussi sont très... je ne sais pas, David, si tu as lui, il a bien aimé. Il nous a dit qu'il y a... je ne sais plus la phrase qu'il a écrite sur la série. David de Darocato. Ouais, je suis perdu là. Hop. On a regardé L'Aube de l'Amérique, c'est dur, mais c'est chouette. Ouais, c'est dur, c'est vraiment dur.
on passe un peu à côté des motivations des persos à cause de ça, nous dit David. Je suis assez d'accord. Alors, une autre difficulté qu'on a eue, je ne sais pas si tu as eu le cas aussi, c'est de repérer quel personnage est quel personnage. Parce que dans les 2 premiers épisodes, parce qu'après, après ça va mieux. Mais bon, enfin, il y a quand même beaucoup de personnages bruns avec une barbe. Et du coup, à un moment, on avait du mal à savoir lequel était lequel. Et plusieurs fois, j'ai fait ce dont on se moque quand on regarde avec des personnes plus âgées qui nous demandent des informations tout le temps. Mais c'est qui ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? On s'est retrouvé à se poser des questions à plusieurs moments. D'un point de vue ergonomique, ça serait un jeu de société, il y aurait des problèmes de visuel. Mais là, non, c'est pas le cas, évidemment, mais c'est juste des personnages qui se ressemblent un petit peu avec des images qui sont toutes volontairement qui ont des couleurs passées. Il y a un traitement volontaire de l'image pour nous donner vraiment cette impression de c'est rude, c'est boueux. Vous allez en chier, les gars. C'est vraiment l'image, elle nous dit ça tout le temps. Donc c'est pas forcément la série friandise qu'on regarde avec plaisir en attendant mais il y a quelque chose derrière aussi. Il y a une vraie volonté de faire quelque chose de dur et de lourd. On va continuer. Je vous ai fait un petit pitch également sur le site, et moi je peux pas m'empêcher de comparer au film Horizon, qui a exactement la même ligne dans la volonté de montrer un Ouest américain réaliste, en fait, de vous montrer ce que c'était réellement avec une volonté presque documentaire, sauf que je trouve que dans le film on comprend réellement le souffle d'espoir qui pousse les gens à risquer leur vie. Là, pas du tout. Et c'est un peu gênant. Moi, j'ai besoin qu'on m'explique qu'il y a une motivation, que les gens et que ce soit pas aussi simple que faut vraiment que je me sauve parce que j'ai la police aux fesses, quoi. Là, on l'a vu 1000 fois. Merci à ceux qui nous donnent des conseils de séries, je les note là, j'ai un petit papier à côté, je note de séries, de films aussi, parce que là on est un peu trop centré sur les séries pour l'instant, mais on n'est pas sectaire. J'ai noté Le Crime à la Racine, Secret Level, on nous dit sur les jeux vidéo, on n'est pas très jeux vidéo, nous, pour tout dire, en termes de culture en tout cas, donc je ne sais pas si on a les bases. Bad Sisters, on vient de nous dire jouer FR29, donc je note tout ça et puis on pourra regarder, on va surtout suivre l'actu parce que je pense que c'est ce qui nous unit aussi, mais ça ne nous empêche pas de regarder des choses qui sortent de cette actualité également. The Pit, c'est l'autre série qu'on avait prévu de regarder, jeter un petit coup d'œil en tout cas par les producteurs, je crois, d'Urgence, de nouveau avec Noah Wyle, qui était également sur Urgence, et il y a un point commun forcément parce que ça se passe dans une unité des urgences, avec un ton qui ressemble un petit peu également. Juste avant, quand même, on a eu du mal à la regarder, cette série. À un moment, j'ai un peu pété les plombs hier soir. Quand je pète les plombs, c'est très calme, rassurez-vous. Mais bon, quand même, pour réussir à regarder cette série, il faut savoir que nous, on ne télécharge pas illégalement. Donc, on a des abonnements à notamment Canal+, qui nous donnent accès à cette plateforme Max. J'ai jamais trop téléchargé, mais je comprends parfois les gens qui téléchargent de manière illégale, parce que même quand on paye, qu'est-ce que c'est compliqué d'avoir accès aux choses. Ça me rappelle, tu sais, cette époque des DVD où il y avait ceux qui téléchargeaient les DivX, tu te souviens ? Et puis nous, on n'est pas très, notamment parce que je fais des BD, je fais des choses qui sont où on se rend compte qu'il faut les vendre pour pouvoir en vivre. Ça me gêne toujours, moi, de faire de l'illégal, et je ne l'ai jamais trop fait dans aucun domaine. Mais quand on mettait le DVD dans le lecteur et qu'il fallait scoltiner déjà les alertes au piratage, je ne suis pas en train de pirater, c'est pas la peine de me le dire à moi, les bandes annonces obligatoires, on mettait beaucoup de temps avant de réussir à obtenir notre film, le menu qui était 10 fois trop long. C'est sûr que The Pit, on l'a attendu. Voilà, je pensais que c'était fini, révolu, cette époque du DVD insupportable, malgré les publicités qu'on a parfois sur les plateformes. Et là, c'était le cas. Quand même, on a eu bien du mal à accéder à cette série, tout simplement parce que sur Canal+, je ne sais pas pourquoi, la série n'est pas disponible. Elle est disponible sur Max, mais elle n'est pas arrivée jusqu'à Canal+, alors qu'il y a toutes les autres séries, peut-être que ça prend un peu plus de temps, j'en sais rien. Je me suis renseigné sur les forums. Non, il faut se connecter directement à la plateforme Max avec tes identifiants Canal+. Mais pour accéder à ça, il fallait rentrer nos identifiants Canal+ dans une section cachée du site qui nous donne un accès à la plateforme Max. Donc ça, j'ai déjà mis 2 jours à me rendre compte. Au bout de 2 jours, on a rentré nos identifiants. J'ai réussi à avoir accès sur mon ordi. J'ai l'impression que tu nous racontes une planche d'Astérix. Il faut raconter ça, c'est passionnant. J'ai réussi à avoir accès à la plateforme sur mon ordinateur, mais on ne regarde pas sur mon ordinateur, on n'allait pas se mettre les deux derrière, on voulait regarder sur la télévision, donc après on s'est connecté à la télévision pour pouvoir regarder cette série. Il n'y a pas sur notre télévision, qui est une télé avec des applis, il n'y a pas l'application Max.
Donc, j'ai pas pu lancer l'application pour pouvoir regarder. On a cherché un moment quand même, impossible de la trouver. Bah, là, la télé, elle a défié Martin, je pense qu'elle a perdu. Hein. Elle est trop vieille. On n'a pas les moyens, mais dans la tête, je l'ai changé. Du coup, on a réfléchi, on a essayé de se le transférer de l'ordi à la télé avec les systèmes qui permettent d'envoyer, de caster. Ça n'a pas marché sur cette télé parce qu'elle ne veut plus. Aujourd'hui, elle était mal Demain, la suite de cette histoire. Pas du tout. On s'est rappelé qu'on avait au chalet un boîtier Apple TV pour les canapés. Vous savez, pour transférer mes images à l'écran sur le canapé, on utilise ce boîtier-là. Je me suis dit, là, il y a des applis aussi qu'on peut installer. Donc, je suis parti au chalet. Ça m'a pris 15 heures de route pour aller jusqu'au chalet. J'ai pris le boîtier. Je suis revenu ici. Je l'ai installé sur le téléviseur. Et on a trouvé l'application Max. Je l'ai installé. Et là, il nous a demandé le mot de passe, forcément. Le mot de passe de Canal+. Donc, il a fallu que je retourne sur mon ordinateur pour trouver le mot de passe qui était dans mon navigateur. Parce que forcément, je ne m'en rappelle plus. Les mots de passe, on en a tellement. Mais non, mais c'est intéressant. Les gens sont intéressés, Aline. Donc j'ai retrouvé le mot de passe, il a fallu le rentrer avec une télécommande. Moi, mes mots de passe, ils sont énormes, avec des majuscules, des minuscules. Ça m'a pris des plombes, j'ai réussi à pas me tromper quand même. J'ai rentré le mot de passe là, il m'a dit double vérification monsieur. Donc il a fallu que je recherche mon téléphone que j'avais posé ailleurs, je savais plus où je l'avais mis parce qu'il fallait qu'il fasse une vérification avec le Face ID qui n'a pas marché. Donc il a fallu que je recommence. Je vais lire une règle de jeu. Non mais vraiment. Et enfin, le Face ID a marché, j'ai eu le droit de pouvoir lancer l'application, on s'est installé et là il nous a dit vous n'avez pas le droit de regarder sur plusieurs écrans en même temps. Comment ça ? Oui, je l'avais laissé allumer sur mon ordinateur. Donc je suis retourné sur mon ordinateur pour éteindre l'écran, je suis revenu, j'ai relancé. Non, il voulait toujours pas parce que j'étais connecté sur un autre écran. Mais t'as oublié l'info importante, c'est qu'il y a bien la chaîne de Max sur Canal+, mais ils avaient oublié de mettre The Pit. Ils avaient oublié, j'en sais rien, en tout cas ils l'avaient pas mis. Et donc je l'avais dit. Tu m'écoutes pas, c'est parce que... Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Au bout d'un moment, j'ai casté mon téléphone, ce que j'aurais dû faire depuis le début, peut-être, sur la télé pour pouvoir le regarder. On n'a pas réussi à regarder sur notre télé directement. C'est fou. Fou. Et là, tu te dis, quand tu pirates, t'en as pour 5 minutes. Mais on pirate pas, nous. Donc, voilà, c'était très, très long. On a réussi à regarder. Au final, c'était un peu urgence, quoi. C'est pas beaucoup de différence, je trouve, dans l'ambiance. Si, un peu quand même, parce que là, on est sur une garde de 15 heures qui va durer 1 heure par épisode, et donc on est sur la même journée. Et moi, je trouve que la principale différence avec Urgence, c'est qu'on n'a plus l'histoire des patients. On a vu 2 épisodes. Là, dans les 2 épisodes qu'on a vus, on n'a pas eu du tout l'histoire des patients. C'est vraiment hyper rapide. On passe d'un patient à l'autre avec un peu d'histoire, mais vraiment, c'est pas une construction à l'épisode sur un personnage. Comme dans Urgence autrefois ou comme dans Dr House, par exemple. Là, ça s'enchaîne vraiment vite et on a l'impression que ça veut nous montrer surtout, c'est l'état des hôpitaux américains. Il y a aussi une volonté sociale de nous dire, la réalité des urgences, c'est ça, on fait qu'enchaîner les gens, on les dégage des lits le plus vite possible parce qu'il n'y a pas la place. Et en fait, dans le propos de la série, ils disent même, en fait, il y a la place, il n'y a surtout pas la volonté de mettre l'argent pour recruter infirmiers et docteurs. Donc c'est surtout une série qui montre ça. C'est le bébé d'Urgence, cette 24 heures chrono, c'est bien résumé, Kobari. Effectivement, c'est ce qu'on a ressenti en regardant. Alors, ce que tu dis, Aline, est totalement vrai, et en même temps, ça aurait tenu sur un épisode. C'est vrai que, alors maintenant, souvent, quand on a envie d'avoir un discours politique, ça peut valoir le coup de faire une série complète, parce que c'est une façon de le transmettre également. Mais c'est pas la raison, soyons honnêtes, pour laquelle on regarde cette série. On regarde aussi pour l'ambiance, pour le côté, on a envie de suivre cette ambiance qu'on avait bien aimée sur une série comme Urgence, peut-être, si vous l'aviez regardée à l'époque. Il y a maintenant... 25 ans peut-être. Là, on sent qu'il y a des histoires entre les docteurs et les infirmiers et infirmières comme dans Urgence. On sent que ça va être développé par la suite. C'est aussi une série où le Covid est présenté comme un traumatisme. Oui. En fait, il y a ce côté social, mais aussi ce côté... on est dans le monde d'aujourd'hui, le monde réel. Ça ne nous édulcore pas la vie dans un service d'urgence. C'est une série à regarder en dessinant, en n'ayant pas le nez sur l'écran. Vous savez, il y a ces séries ou ces films que l'on regarde en étant vraiment attentif à chaque image, et puis celles qu'on peut se mettre en bande son, je pense c'est plus dispensable, c'est pas désagréable à regarder, mais je la mettrais, j'ai pas eu de mal à continuer à dessiner pendant la série. Dans mon parce que moi j'ai mon ordinateur qui est un peu de côté par rapport à la télé, je vois la télé en diagonale et Aline est devant. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. À l'aube de l'Amérique, c'est plus compliqué. Ah oui, alors là, si tu ne suis pas, tu perds un bout. Ouais.
J'ai perdu quelques bouts. Les vidéos sur notre chaîne, très rapidement. Donc, il y a toutes les vidéos qu'on a diffusées la semaine dernière. On vous a fait les annonces de ce qu'il y aurait en live pendant toute cette semaine-là. Les lives de la semaine dernière, vous pouvez les retrouver tout simplement sur notre chaîne de replay. Donc, on a fait les meilleures ventes de décembre vendredi avec la boutique Terre de Jeux à Rennes. La matinale, ça, elles sont dans le désordre, j'ai l'impression. Ça, c'est celle de mardi, celle-ci, du 7 janvier. Celle-ci, on a parlé notamment de Postcards qui a été financé sur... je crois que c'est Kickstarter, il me semble. Oui, je crois aussi que c'est Kickstarter. Ensuite, les nouveaux jeux, donc ça c'est sur YouTube, c'est vraiment dans le désordre. Ça c'est la vidéo sur le showroom Banquise, les nouveaux jeux de 2025. On a fait un bilan avec Bruno Catala, vous avez été nombreux à la regarder en replay. On voit que Bruno Catala, c'est toujours quelqu'un qui attire du monde dans les salles, dans les salles de YouTube, puisqu'il nous a parlé de ses projets de 2025 notamment. J'ai eu beaucoup de retours sur cette matinale, des gens qui la commandent, donc on est content de faire ce genre de format également. Et puis on a parlé de Et puis voilà, une chouette matinale avec Simon et Benoît de Simon de Origames et Benoît de Spesco, si vous voulez voir aussi les jeux qui sortiront chez Origames et chez Spesco. On en parle à la fin de cette émission également. Tout est chapitré comme d'habitude. Vous pouvez le consommer par petits bouts, différemment du live. C'est la fin de cette émission. Et oui, et on a plein de choses à faire avant l'arrivée de Catch Up ce matin. Exactement. On vous donne rendez-vous donc demain avec Mathieu Bonin et Clément Milker de Catch Up Games. Bonne journée à tous et à demain. Ciao.